Alors normalement, un jardin, c'est le plancher des vaches, hein, donc c'est comme ça. Et bien figurez-vous que non. Avec Philippe Collignon, on va découvrir que grâce à Patrick Blanc, un jardin, ça peut être comme ça, complètement vertical. Alors, il y a une subvention en ce moment, un appel qui est lancé par le musée du Quai Branly pour justement que le mur végétal qui avait fait tant parler de lui à l'inauguration en 2004, eh bien ce mur, on puisse le recréer, le réparer. Pourquoi il est en mauvais état, Philippe? Oui, c'est ce qu'on appelle le mécénat participatif. Le mur végétal a plus d'une quinzaine d'années. Il commence à être un peu... Voilà, il faut le refaire parce qu'il y a 10-15 ans, eh bien, la technique a évolué et puis il y a quelques fuites, etc. Donc il faut refaire la seconde peau du musée du Quai Branly. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment... C'était l'un des premiers murs géants que l'on voyait et qui a très bien fonctionné, qui est magnifique. On peut encore passer devant, il est magnifique. Mais il faut faire un petit peu ce qu'il y a derrière. Voilà. Il faut refaire la base, la structure, l'étanchéité, et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc on peut participer en tant qu'individu justement à ce mécénat participatif. D'ailleurs, beaucoup de musées aujourd'hui prennent ce pas parce que ça permet aux gens d'être actifs dans l'art, dans la culture de tous les jours. Alors, le papa de ce mur végétal, c'est Patrick Blanc. Patrick Blanc, on le connaît bien, c'est un original, un botaniste, un chercheur, celui qui a un petit peu inventé le concept du mur végétal. C'est lui qui a créé ce mur végétal. Comment est-ce qu'il a eu l'idée, justement, parce que vous êtes de la partie, donc vous savez que normalement tout se passe à ce niveau-là. Comment est-ce qu'il lui est venu, lui est germé, c'est qu'à de le dire, l'idée de tout retourner? Il a fait beaucoup d'expéditions dans les forêts tropicales et il s'est aperçu qu'il y a des plantes qui vivaient au ras du sol, à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres. Donc il a vu que cette strate végétale pouvait s'appliquer sur justement un mur végétal. Si on regarde vraiment le mur végétal, la plante qui est en bas ne poussera jamais en haut et ni au milieu parce qu'il y a le poids de l'eau, il y a la richesse en eau, il y a aussi l'ombrage. La grande va ombrer la moyenne qui va ombrer la petite. Donc tout est bien pensé. On a l'impression que c'est un fouillis végétal, pas du tout, c'est bien organisé. Et alors on est allé rencontrer Patrick Blanc, le papa de ce mur végétal, chez lui. Il ouvre rarement ses portes. Vous allez voir qu'il se douche avec des grenouilles, qu'il marche sur des poissons. Bref, vous allez voir, c'est encore plus original qu'un mur végétal. Regardez. Patrick Blanc, merci de nous accueillir chez toi. Alors on te connaît à travers tes célèbres murs végétaux dans le monde entier, évidemment. Mais ici, c'est là où tu réfléchis avec des plantes totalement extraordinaires. C'est surtout des plantes souvenirs. Depuis que je suis gosse, je ne peux pas m'empêcher d'être entouré de plantes d'un petit peu partout. Ça, par exemple, ce ficus qui tapisse le mur. C'est magnifique, ça. Là, il est très mignon, très gentil, mais les tempes d'Angkor sont en grande partie détruits parce qu'une fois qu'il grossit, il écarte complètement et il fait sauter les murs. Alors là, c'est un endroit tout à fait spectaculaire. C'est une salle de bain, c'est quoi? Oui, on l'a appelé Frog Room. On a voulu en faire une pièce réservée aux grenouilles. Mais hors de question qu'il n'y ait pas beaucoup de plantes dedans. Bon, il y a de cette Sélaginelle, Wildonowi quand même, qui est super avec ses iridescences bleues. Ça, c'est le petit blanc, c'est-à-dire c'est le bégonia blanqui, l'espèce que j'avais découverte il y a quelques années sur l'île de Palawan aux Philippines. Il y a les plantes et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Il y a des grenouilles, il y a des lézards et tout ce monde vit. Et alors là, on est en extase devant une véritable forêt équatoriale indoor avec ces lianes magnifiques. Ça, c'est un Cissus sicyoides et ce sont des racines. Elles nous caressent. Voilà, ça pousse, il faut les couper régulièrement. Ici, c'est quoi? Un bureau aquarium? C'est la forêt équatoriale, là. C'est après 7 ans, ça a tellement poussé, là, j'ai carrément la canopée revenir au-dessus de mon bureau. Tu as des plantes grandes, là, comme c'est chez Fléra, là. Et puis, tu as plein de trucs minuscules. Quand tu vois ce petit minuscule ficus qui tapisse avec ses petites feuilles. Il ne faut pas faire une tapisserie verte en 2 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement toutes ces échelles, toutes ces textures de feuilles. Dans quelle mesure une petite va être toujours heureuse à l'ombre d'une plus grande. Et ça, j'adore. Ce plancher aquatique, il est tout à fait exceptionnel. L'aquarium, il fait 7 mètres sur 6, il fait 20 000 litres. Si je suis devenu botaniste, c'est parce que je voulais aller voir ces cryptocorines dans leurs ruisseaux de Malaisie, de Thaïlande, quand j'avais 19 ans.
Tu as reproduit les courants naturels pour ces plantes. Il y a un éclairage également Bien sûr. bien pensé. Et il y a combien de poissons qui vivent là-dedans? Il y a à peu près 2000 poissons, beaucoup qui sont tout petits et d'autres qui sont énormes. On est en harmonie avec le chant des oiseaux, là. Oui, il y a les oiseaux qui sont... C'est extraordinaire. Parle-nous un petit peu de ce mur qu'on retrouve dans le quartier d'Aboukir. C'est vrai que c'est une belle aventure parce que le propriétaire, au lieu de faire un mur en égoïste pour lui, il a offert à la ville. J'ai quand même mis à peu près 230 espèces de plantes différentes et comme il est orienté sud-ouest, c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de plantes qui fleurissent. Patrick, j'ai été très touché que tu nous ouvres ton univers parce que c'est très rare. Merci pour Télématin. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau projet. D'accord, merci bien. Ben voilà. Et d'habitude, quand on part en vacances, on dit vous n'oublierez pas d'arroser les plantes. Là, il faut nourrir les oiseaux, les grenouilles. Enfin, il y a du monde. C'est hein. presque un écosystème C'est un très écosystème. équilibré. C'est tout automatique, hein, l'arrosage, etc. Mais regardez, le plancher de verre, un aquarium géant. Je trouve ça Magnifique. dingue. Ouais. Christelle Balestrero va nous parler d'une étude. Alors attention, comme d'habitude, c'est une étude très scientifique qui va vous prouver les bienfaits cardiovasculaires des jeux de raquettes. Mais Christelle, qu'entend-on exactement par jeux de raquettes? Alors, jeux de raquettes, tennis, badminton Ouais. et squash, qui ont quand même une sale réputation. On dit que ce sont des sports violents Oui. et que lorsqu'on a un risque cardiovasculaire, il est préférable de rester dans son canapé. Alors justement, on profite de la quinzaine de Roland-Garros pour mettre en exergue une nouvelle étude qui vient d'être publiée dans une revue scientifique britannique et qui permet enfin de faire le point sur la situation. Est-ce qu'il est dangereux pour notre cœur et la tuyauterie qui va avec, de taper régulièrement dans une balle? Eh bien, la réponse est sans appel. C'est protecteur. Lorsque vous faites régulièrement une activité, un sport de raquette, vous protégez votre cœur. Les Même le scientifiques- squash? Parce qu'on Même le disait, squash, c'est que le même squash, le c'est squash. très violent. Absolument. Même le squash. Des scientifiques ont étudié 80 000 personnes pendant 9 ans. Pour vous dire que c'est une étude vraiment de longue haleine. Ils ont constaté que ceux qui pratiquaient régulièrement l'une de ces trois disciplines, eh bien, avaient un risque de mortalité par maladie cardiovasculaire diminué de 56%. C'est vous dire Ouais. qu'il y a vraiment un impact positif. Il compte le Jokari dedans ou... Non. Alors, comment expliquer ces mécanismes protecteurs? Quelles sont les précautions à prendre quand même? Parce qu'il y en a. Voici l'éclairage du docteur Cascois, médecin du sport. Une grande étude anglaise publiée dans une revue de référence a montré que les sports de raquettes apportaient une protection contre les maladies cardiovasculaires et réduisaient la mortalité. Bien mieux que le cyclisme, que la course à pied qui avait pourtant le vent en poupe. On peut s'interroger, pourquoi les sports de raquettes sont-ils finalement bénéfiques? Eh bien parce que c'est une activité globalement sur toute la séance continue lorsqu'on enchaîne les balles et relativement intense, donc qui provoque des adaptations physiologiques intéressantes. Par exemple, quand on monte au filet, on fournit un effort plus important, le cœur doit pomper plus fort, doit se muscler, les artères vont s'ouvrir et se dilater pour apporter plus d'oxygène aux muscles en action. Tout ceci contribue à l'adaptation du cœur à l'effort et il est en meilleure santé. Ce qui est valable pour le tennis l'est aussi, peut-être même plus encore, pour le squash et le badminton. Au-delà des bienfaits cardiovasculaires, le tennis, les sports de raquettes sont des activités où l'on programme un geste qui font fonctionner toutes les connectiques de notre cerveau. C'est bien pour limiter les maladies dites neurodégénératives en oxygénant le cerveau et en le faisant travailler. Les sports de raquettes sont aussi des sports de coordination qui, de fait, améliorent l'équilibre dans la vie quotidienne et réduisent le risque de chute. Les sports de raquettes provoquent aussi des impacts sur le sol qui provoquent des micro-traumatismes sur les os, micro-traumatismes qui vont cicatriser, consolider plus fort et ainsi on va lutter contre l'ostéoporose. Un meilleur équilibre des os plus denses, c'est le cocktail idéal pour réduire le risque de fracture après la ménopause. Ça a d'ailleurs été démontré. Les sports de raquettes sollicitent le corps entier et augmentent la totalité
de la masse musculaire. Et plus on est musclé, plus on brûle de calories au quotidien et plus on conserve sa minceur. Et mieux on lutte contre les maladies chroniques comme le cancer ou le diabète. Bon, ça, c'est de l'information, parce que là, on a retourné complètement le cliché. Mais d'où il vient, ce cliché que le squash est dangereux? Parce que c'est effectivement un sport violent. C'est un sport qui sollicite énormément le système cardiovasculaire. Mais le cœur est capable de s'adapter. Donc, quand on est en bonne condition physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'antécédents, qu'on est suivi par son médecin, eh bien, au contraire, pousser la machine, ça force la machine à s'adapter. Et ça limite les risques dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire de faire forcément un petit footing au même rythme tout le temps, dans la zone confort, ce qu'on appelle la zone confort. C'est bien, tout va bien contre le diabète, contre les maladies cardiovasculaires et contre les risques de cancer aussi, mais on ne s'adapte pas, on ne progresse pas et donc on ne limite pas les risques de maladies cardiovasculaires aussi certainement qu'avec un sport un peu plus poussé. Donc il faut faire les deux en fait. Jeu, 7 et match. Merci beaucoup Christelle. Mais non, mais oui, effectivement, à 7h du matin, il est dicton. C'est normal, on est là pour prendre soin de vous, on vous réveille en douceur. Et pas avec n'importe qui, parce que là, on va vous parler d'un prodige. Alors, il enchaîne toutes les tournées internationales, il a seulement 36 ans, et il s'appelle... David Frey. David Frey. Oui, Thomas. Vous l'avez rencontré, ce n'est pas Damien. lui faire offense que de dire, à mon avis, que le grand public ne connaît pas encore le nom de David Frey. Mais ce matin, justement, on a souhaité vous le présenter. Donc, vous l'avez dit, il vient d'avoir 36 ans, tout juste 35-36. Il sera dans les jours à venir en Italie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Kazakhstan. Ah oui, non, tournée mondiale, ce garçon. Vous allez voir, mesdames, il est plutôt beau gosse. Et il a décidé de s'attaquer à Chopin pendant 15 ans. C'est ce qu'il va nous dire. Il n'avait pas touché à Chopin depuis le conservatoire. Et puis là, il s'est dit, voilà, il y a une espèce de maturité qui est arrivée. J'ai envie de m'attaquer à Chopin. Vous allez avoir sur son album qui sort chez Erato des mazurkas, des nocturnes, un impromptu, une valse, enfin, le best-of, le meilleur de Chopin. Nous l'avons rencontré, ce garçon. Il vient du sud-ouest. Vous allez voir, il a un petit accent reconnaissable. Regardez. Bonjour David. Bonjour. Pour le virtuose du piano que vous êtes, très jeune en plus, 35 ans, que représente Chopin ? Pas seulement pour moi, mais pour tous les pianistes, Chopin, c'est un passage obligé pendant les études. En tout cas, on est forcé, j'allais dire, mais c'est une belle obligation de jouer Chopin quand on est au conservatoire. Moi, j'ai fait le choix, quand je suis sorti du conservatoire, de ne plus jouer Chopin. Je crois que j'avais besoin de ce temps pour y arriver et surtout, j'avais besoin de passer par tous les compositeurs que j'ai beaucoup joué auparavant pour aboutir à ce type d'interprétation de Chopin qui n'aurait pas été possible sans eux. Je pense en particulier au travail que j'ai fait sur Bach, qui m'a beaucoup aidé pour Chopin. Vous jouez un peu partout dans le monde, Allemagne, en Europe évidemment, Japon. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que vous, aujourd'hui, avez cette notoriété ? La chance, les rencontres, le travail, ça c'est sûr. Vous savez, moi je suis entouré de gens qui ont aussi du talent et qui ne font pas forcément de grandes carrières. Donc, vous voyez, on ne fait jamais, à mon avis, la carrière exactement que l'on mérite. Il y a sûrement des gens qui font peut-être des carrières plus grandes que leur talent et aussi beaucoup de gens qui font des carrières, hélas, beaucoup plus petites que leur talent. Ce qui m'a interpellé en vous voyant jouer, c'est que vous vous voûtez devant votre clavier comme si vous ne faisiez plus qu'un avec le piano. C'est étonnant. Je recommande pas ça par contre. C'est une habitude que j'ai, contre laquelle j'essaye de lutter d'ailleurs. Mais elle dit beaucoup de choses. Elle dit des choses qui ne sont pas forcément positives, mais aussi des choses effectivement qui sont liées à mon implication au moment où je joue, ça c'est certain. Quand vous jouez dans le monde entier, est-ce que vous percevez des différences de public ? Est-ce qu'un Oui. public japonais va être différent d'un public américain ou italien ou allemand ? Oui, d'un point de vue tout à fait anecdotique, vous avez des publics qui se lèvent immédiatement. Lesquels ? Ça ne veut pas dire que vous... en Amérique et aussi aux Pays-Bas.
Vous avez des publics qui crient bravo, d'autres pas, certains qui se lèvent, d'autres qui ne se lèvent pas. Par exemple, il y a une tradition que j'ai découverte en Hongrie. Ils font une accélération des applaudissements. Donc ils partent tous ensemble. Donc ça, comme ça. Voilà, assez, et puis ils accélèrent progressivement. Oui. Ah, dites donc, C'est ça tout à fait porte frappant. ça. Non, mais c'est. Vous voyez, chaque pays a ses traditions. Merci beaucoup, David. Je vais vous féliciter à la manière des Hongrois. Ah oui, mais c'est beaucoup plus progressif que ça. Ça Oui, part mais là, beaucoup plus lentement. Sauf qu'on a un temps un peu limité, Bon, c'est pour ça. d'accord. En Alors tout cas, j'accepte. Merci Merci à vous. pour ce bel album et pour les émotions qu'il procure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien aimé le. Allez Ouais, alors, c'est bien gentil, mais vous Oui. nous dites qu'en gros, il faut aller à Rome, Oui. il faut aller à Wellington. Oui. Est-ce qu'on peut le voir chez nous, ce Oui, bonne garçon question, Thomas. Je vais vous répondre tout de suite. Vendredi prochain, donc le 16 à Paris, à la mairie du 4e arrondissement, dans le cadre d'un festival de musique classique, il va se produire donc vendredi 16 Ah. pour tout le monde, les Français. Voilà. C'est beau qu'il porte haut les couleurs comme ça de la France à travers le Très, monde. très beau. Souvenez-vous du nom de ce jeune pianiste, David Frey. Il va faire une carrière déjà magnifique, mais on Déjà va en entendre magnifique. beaucoup parler. Ouais. Merci beaucoup. Alors, de la boxe, il n'y en aura pas, mais des mensonges peut-être. Des Bonjour, complots, Frédéric. ouais, des complots. C'est un article du magazine Ça m'intéresse qui aborde la question importante que voici. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à croire n'importe quel bobard, surtout sur Internet? Pourquoi croyons-nous qu'on nous cache des choses, qu'il y a des complots partout? Alors, les vrais complots existent, hein, mais en général, on les apprend tôt ou tard. La presse fait bien son boulot, contrairement à ce qu'on dit. Il suffit de voir le nombre de scandales qui sortent dans la presse. Mais il y a des gens qui croient qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, qu'on nous cache énormément de choses. Ouais. Eh ben, La ça, fameuse c'est- théorie du complot. Voilà, et ben ça s'explique par la manière dont notre cerveau fonctionne. Parce que le cerveau cherche toujours à comprendre, même quand il n'y a pas d'explication. Si par exemple on voit une forme bizarre dans le ciel, on a envie de comprendre, de croire que ça va être un ovni, que le gouvernement nous cache l'existence d'extraterrestres. On a du mal à se dire qu'il n'y a pas d'explication, qu'on a peut-être simplement mal vu. Et ensuite, surtout, on adore partager cette impression qu'on a eue parce que ça nous valorise. Ça nous valorise de colporter une rumeur. Ça fait le gars qui est au courant, à qui on ne la fait pas, et qui défie l'autorité. Non, l'État nous ment, vous savez. Et alors, quand on est vraiment un complotiste irrécupérable, on va inventer par-dessus le marché des explications pseudo-scientifiques, parce que ça fait encore mieux. Vous savez, ceux qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique inventent, par exemple, des soi-disant preuves qui font rigoler tous les vrais scientifiques, mais ils disent, mais si, regardez les courbes, etc. Ils disent n'importe quoi, mais ça les valorise encore plus. Cela dit, attention, en ce moment, il y a même des présidents très, très célèbres qui disent que le réchauffement climatique, Oui, mais tout le monde n'est pas intelligent, même quand on est président de la République. des États-Unis, c'est voilà. C'est à celui-là que vous pensez, je suppose. Oui, exactement. Alors, si vous dites à un complotiste ou à un Donald quelconque qu'il se trompe, eh ben justement, ça va le rendre encore plus complotiste parce qu'il va vous dire que vous faites partie du complot. Ah bah oui. Eh ben oui, ou que vous êtes naïf, au mieux, et que lui n'est Forcément. pas naïf et qu'il sait. Numéro spécial de Ça m'intéresse, à abonner d'urgence à la Maison Blanche. je passe à maintenant beaucoup plus concret, la vraie vie et même les recettes de vie des centenaires. Regardez ce dossier du chasseur français qui montre en photo le célèbre Robert Marchand, ce monsieur, vous savez, qui fait du vélo de course à 105 ans, 105 ans. Alors en fait, la recette est simple. Il faut faire du vélo de course. Oui, non, mais il dit surtout, j'ai jamais fumé, je bois peu d'alcool, je mange sainement et je fais donc du sport. Voilà, hein. Ouais. C'est un ancien pompier qui a fait ses premières courses en 1927, imaginez. Ses premières courses, Ouais. il avait 16 ans. Folichon comme vie à la fois si on fait rien du tout. Le vélo, ça peut être pas mal. Ouais, une bah, bonne du vélo, hygiène de que vie, du il a vélo. une bonne Ouais, hygiène une bonne de vie. hygiène Si, de comme vie, ça. d'accord. Ok. Oui, Mais il a un oui. peu, ouais, comme il mange du poireau, c'est un petit Probablement. peu comme à l'hôpital, quoi, non? Bon, écoutez, il y a une autre recette, celle de Hélène et Madeleine, que voici toutes les deux 101 ans. Pour elles, c'est la bonne humeur. Ça vous plaît peut-être davantage. Ah, voilà, j'adore. Voilà, qui assure la bonne santé. C'est aussi la chance d'une bonne génétique, il ne faut pas se mentir. Les secrets des centenaires, c'est un dossier du chasseur français. Vous lirez donc leurs recettes. Et puis un sujet justement que les centenaires doivent bien connaître. Ils ont même conduit quelques-unes de ces voitures que nous allons voir. Voyez ce beau livre sur les Montrez-moi voitures ça. anciennes, 60 voitures des années 60 ou 60 populaires. C'est 2 livres issus du magazine Spirou. Parce qu'autrefois, il y avait dans Spirou chaque semaine une chronique auto, la chronique de Starter, c'était le nom du personnage qu'on voit ici Avec la conduisant Simca. la Renault 8. C'est La la Renault Renault 8, 8, elle se ressemble, la pardon, Simca 1000. Ouais. Il y a aussi des DS, donc ça c'est la Renault On a vu 8 une Gordini. Dodge tout à l'heure. Ouais.
Les dessins sont de JDM, qui vient de nous quitter, qui est un dessinateur qui travaillait avec Franquin. Vous savez, d'ailleurs, on reconnaît le style qui était un peu proche de Gaston Lagaffe. Ah oui. C'est vraiment des essais techniques. La chronique de Starter, ça explique la mécanique. Si la voiture est mal fichue, il le dit. JDM et Franquin étaient des passionnés de voitures à une époque où on ne parlait pas de pollution, donc c'était vraiment une passion très pure. 2 beaux livres sur les voitures des années 60 aux éditions Dupuis. Et puis je termine. Si justement vous partez en vacances en voiture ou pas, comment emmener avec vous vos animaux domestiques? Dossier du magazine 30 millions d'amis. Sachez par exemple que la plupart des campings acceptent les animaux, la plupart des locations de vacances aussi. Le plus souvent, les hôtels, enfin ça dépend des hôtels, ça faut se renseigner. Les détails sont dans 30 millions d'amis pour savoir à quoi vous attendre sur vos lieux de vacances. Merci beaucoup, ça fera très bien l'affaire. On va tout de suite se faire une petite beauté avec Isabelle Chalençon. You are so beautiful. L'actualité de la beauté avec une fleur qui a été immortalisée par Van Gogh. Et vous dites le tournesol. Et non, c'est l'autre. Il s'agit de l'iris, exactement. L'iris qui a donc des vertus pour notre peau. Mais oui, exactement. Bonjour Isabelle. Bonjour, parce que c'est vrai que les chercheurs regardent autour d'eux, ils vont dans la nature et on s'aperçoit qu'il y a des plantes qui résistent à plein de choses. Vous avez les plantes du littoral qui vont résister aux embruns et puis vous avez l'iris qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau parce que ses rhizomes vraiment garde tout ce qui est l'eau et les nutriments pour la nourrir. Donc ils se sont dit, nous allons étudier cette plante et nous allons certainement y découvrir des vertus pour la peau. Pour la peau. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que finalement, avec les rhizomes de l'iris, on peut faire des crèmes hydratantes. On a trouvé donc que l'iris est hydraté, anti-rides, repulpante. Enfin bref, c'est vraiment une plante miraculeuse. Donc je suis allée demander à 3 marques différentes qui utilisent cette plante dans leur crème de nous expliquer le pourquoi du comment. Et vous allez voir, on va découvrir cette fleur miraculeuse. L'iris en fait a des propriétés d'auto-régénération des cellules, ce qui fait qu'en fait elle va agir à 3 niveaux de la peau, au niveau de l'épiderme, de la jonction dermo-épidermique et du derme. On utilise des polyphénols d'iris qui sont présents au niveau de la racine de l'iris. Chez Dr Renaud, nous avons une gamme à l'iris qui est constituée de 7 références. Cette gamme est vraiment destinée aux femmes à partir de 40-45 ans. C'est à partir de là que le visage perd un peu en densité, en volume, et on vient travailler sur les rides et les ridules pour vraiment lisser et donner un rebondi à la peau au global. Le laboratoire Veleda a choisi d'utiliser l'iris pour ses vertus très hydratantes et nourrissantes qui s'adressent donc à des peaux déshydratées. L'iris a la capacité de conserver l'eau dans ses racines. Ce sont vraiment des extraits des racines qui sont macérés et également des huiles essentielles dont le résinoïde d'iris. On préconisera donc une gestuelle d'effleurage, de lissage, de mouvements circulaires et quelques tapotements également. Ça peut être un massage et une application de quelques minutes le matin et un peu plus longtemps, voire 10 minutes le soir afin d'aborder également un meilleur sommeil. Le laboratoire Orlan avait des chercheurs qui étaient très proches du monde scientifique. Cette marque lance en 1968 la crème B21 basée sur l'utilisation des acides aminés. Cette formule a été constamment renouvelée et dans les dernières années, nous avons choisi un iris d'origine biologique. On va utiliser les cellules natives de la plante pour redonner aux cellules leur mécanisme et leur énergie de jeunesse. L'apport d'acides aminés va faire en sorte que la peau les utilise pour recréer son élastine. Et en plus, des principes actifs vont créer comme une espèce de bouclier qui va défendre la peau. Quand on est par exemple en état de stress, la peau reçoit constamment des messages qui peuvent lui être nuisibles.
Magnifique, et j'ai envie de m'en mettre partout. Dites-moi, c'est cher, docteur? Parce Alors que- ça commence à partir dans les marques que j'ai proposées, ça démarre à 13,90 € et ça peut monter jusqu'à 160 € par exemple pour le pot. 160 €? Oui, mais bon, vous avez... La crème de la crème. La crème de la crème. Et Joli. pour la petite histoire, cette crème qui a été lancée à la fin des années 60, c'était vraiment le premier anti-rides. Il n'y avait jamais eu d'anti-rides sur le marché. Et le pot coûtait l'équivalent d'un mois de SMIG. Et du coup, les femmes n'avaient pas le budget pour se l'acheter. Bah oui. Elles se groupaient entre amies, elles allaient acheter un pot et elles se Partageaient après elles se la partageaient petite, le pot parce que voilà, elles savaient que ça marchait pour leurs rides et Si du on- coup elles se partageaient. et si on Aujourd'hui, prend- aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus comparable et Ah non. les anti-rides sont à portée de l'ours, comme on dit. En tout cas, voilà, c'est une plante qui est jolie à regarder, qui a disparu un petit peu finalement des bouquets C'est vrai des qu'on voit plus fleuristes. trop, On voit plus l'iris, trop hein. même dans les jardins. Et en tout cas, elle a des vertus assez incroyables. Et Et d'ailleurs, sur- dites donc, c'est peut-être à cause de vous si on la voit plus l'iris, parce que si on en fait de la crème, c'est peut-être pour ça qu'on non, en non, a non, plus. mais là, on utilise quand même pas mal les Bon, rhizomes. d'accord. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, les racines. Du coup, on peut utiliser les deux. Voilà. Bon, super. On coupe Merci la fleur. Isabelle. Qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant. Bonjour à toutes et à tous. Si vous vous réveillez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, puisque c'est le télématin du samedi. Et avec Loïc Ballet, attention, le triporteur a voyagé énormément, puisqu'il a traversé le détroit de Gibraltar pour aller se poser à Agadir. Pourquoi Agadir? Eh ben, ça, c'est la réponse de Loïc Mais Ballet. parce qu'il y a le plus beau festival de gastronomie d'Afrique. Ah ben voilà. Vous n'imaginez pas. On est à Agadir. Ça me fait bizarre de voir la carte du Maroc. Parce que d'habitude, quand je vais dans la Creuse ou je vais en Ardèche, je vais dans le nord de la France, et là, d'un coup, voilà, on part au Maroc. L'idée d'Agadir, c'est qu'il y a des rencontres gastronomiques. Il faut vous imaginer que dans les gastronomies au niveau du monde, il y a la gastronomie française, mais la gastronomie de l'Afrique du Nord, du Maghreb, elle est très riche. Alors, on a des pâtisseries merveilleuses, on a des tagines, on a plein de plats intéressants. La pastilla au pigeon. Ben voilà, on a cette galette, ce pain aussi que font les Bédouins dans le désert. Enfin, il y a toute cette culture-là. Et c'est l'idée, en fait, de Jean Collin, qui est un Auvergnat et qui partait régulièrement au Maroc. Et il habite 6 mois en Auvergne, 6 mois au Maroc. Et il s'est dit, mais pourquoi la prochaine fois que je pars, je ne pars pas avec des chefs français qui vont rencontrer des chefs marocains et qui, ensemble, vont cuisiner. Elle est belle, l'idée, quand même. Très belle. Et elle peut peut-être donner d'excellents résultats gastronomiques. Voilà, et l'échange est merveilleux. Alors, de partout dans Agadir, il y a des événements. On est parti dans les souks, dans les hôtels, dans les restaurants. Et on termine même sur la plage avec des chameaux où les enfants d'Agadir sont invités à venir goûter les plats des chefs. Donc c'est assez incroyable. Et des plats à base de chameaux? Alors, non, on cuisine pas les chameaux, on se déplace. Je parle vite, mais voilà. Bah oui, parce que c'est-à-dire que le triporteur, là-bas, il n'y avait pas de triporteur. Donc j'ai pris il a le été chameau. traîné avec le chameau. Ah voilà, d'accord. exactement. Regardez. Et vous sentez pas comme un parfum d'épices? Eh ben si, justement, aujourd'hui le triporteur est bien loin de la Tour Eiffel et des Alpes. Nous sommes au Maroc. Si, eh, regardez, on n'est pas bien là? Allez hop, on y va, c'est parti. Expliquez-nous ce qui se passe là. Eh ben, tu vois Loïc, d'abord bienvenue à Agadir, c'est le début des rencontres gastronomiques d'Agadir. Tu es ici dans le jardin et le verger du Maroc. Et en plus, nous avons cette année une 50aine de chefs, voilà. Ah oui, quand même. Ah bah ouais, quand même. Et c'est pas une petite rencontre. Ah, hein. c'est pas une petite rencontre. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est deux cultures gastronomiques Oui. qui cuisinent ensemble. Tout à fait. Et là, j'ai tout compris. T'as tout compris? Bah là, c'est le bien, là, Ouais, ceci. tout à fait. Et puis il est aux couleurs de Télématin, enfin c'est fantastique, voilà. Eh oui. Voilà. Alors là, j'avoue ça. Alors comment on monte là? Eh ben, tu te débrouilles. Ah, d'accord. Sous la direction de Jacques Marcon, chef 3 étoiles, le pâtissier Philippe Ouraka et le cuisinier François Gagnère nous emmènent au souk. Hanan, finaliste de Masterchef 2015. Marocco, Masterchef Ouais, Marocco, hein. Maroc, ouais. Voilà. Le thème de cette année du festival, c'est, je crois... La mer et les épices et Ah. l'huile d'argan, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a de l'huile d'argan ici? Bien sûr, on a. Voilà. C'est très utilisé dans les cuisines et même dans les cosmétiques, n'est-ce pas, Hanan? Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, chez vous, l'épicier, finalement, il sert aussi pour les cosmétiques Bien que sûr. pour la cuisine, en fait. Bien sûr. La cuisine marocaine, c'est les épices.
Oui, on pourrait pas avoir de cuisine au Maroc sans épices. Non, On jamais. peut pas cuisiner. Non, jamais, jamais, jamais. Le secret de la cuisine marocaine, c'est pas que les épices, c'est l'équilibre des épices. Ça, c'est très important. Ah, et donc, Ouais. et l'équilibre, c'est qui l'a? Ce sont les chefs Ouais, c'est en les cuisine. chefs et les c'est mamans ça marocaines aussi. Ah oui. Expliquez-nous où nous sommes là. Alors, tu vois, ce soir, nous sommes au Ria de la Villa Blanche. Ça se passe dans 10 établissements d'Agadir. Ça veut dire qu'en fait, dans la ville, Ce soir, ouais. il y a 10 établissements qui ont ouvert leurs portes à des chefs. Oui, et il y a environ 50 chefs français et marocains qui travaillent tous en ce moment. Il y a quelque chose d'universel dans le fait de manger, en fait. La cuisine est universelle et surtout elle réunit les peuples. Donc là, marocain, français, même combat. Ouais. Le but, c'est de cuisiner. Le but, c'est de Et cuisiner. de se faire plaisir aux papilles. Et de se faire plaisir. Et demain, ça va continuer, puisque tous les chefs, demain, on va préparer pour le repas de gala où il y aura 350 convives. Bon, alors nous, on peut pas rester jusqu'à demain soir, parce que nous, faut qu'on rentre à Paris à un moment Ah quand bah, même. écoute. Bon, mais vous nous en garderez un bout? Ouais, on t'en ramènera. Et alors en plus, Loïc, une spéciale dédicace Ah bah oui, parce que à vous l'accueil n'avez rien marocain. remarqué pendant ce sujet. Oui. Rien du tout. Absolument rien. Non. Eh bien, en fait, ce n'était pas le triporteur de Télématin. Comment ça? Si, 3 jours avant, on nous annonce le triporteur ne peut pas prendre l'avion. Scandale. Scandale, j'arrive à l'aéroport, Oui. enfin scandale. Et là, le rêve, j'arrive à Agadir. Et pendant la nuit, toutes les équipes d'Agadir et les Marocains sur place qui s'occupaient du festival nous ont fait la copie identique du triporteur. Alors Vous allez là, sur Internet, bravo, photo. chapeau. Donc là, chapeau. Voilà. Chapeau. Les rencontres d'Agadir, les rencontres gourmandes, c'est tous les ans, c'est au mois de mars. Ça va avoir lieu l'année prochaine. Magnifique. Voilà. It is the lucky fling that brings you to my door. La baraka is every happy thing the future has in store. La baraka is L'actualité des ventes aux enchères, c'est avec Mélanie Griffon. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un photographe, mais attention, pas n'importe lequel, un des premiers, un des pionniers. Alors, vous ne connaissez peut-être pas son nom, il s'appelle Édouard Baldus. Et Édouard Baldus, il sévissait au 19e siècle. Bien sûr, l'un des plus célèbres photographes du 19e siècle, c'est l'un des tout premiers. Et aujourd'hui encore, il est connu et reconnu pour ses célèbres clichés sur le patrimoine architectural et sur la modernité qui émerge sous Napoléon III. Il est d'ailleurs le photographe officiel et préféré de Napoléon III. Et il va photographier toutes les transformations majeures du Second Empire, et notamment Paris qui se reconstruit Avec le Baron. ses grands axes, avec le Baron, ses grands axes, la rue de Rivoli, les grands boulevards, l'hôtel de ville, etc., etc. Ça, c'est le Baldus que l'on connaît un petit peu, Thomas. Mais ce que je vous propose de découvrir lors de cette vente aux enchères qui a lieu le 16 juin prochain à Drouot, c'est un pan complètement méconnu de l'artiste. C'est de la photogravure. En fait, cette vente, elle rassemble 80 plaques de photogravure, comme celle que vous avez là, en cuivre acéré, c'est-à-dire recouvert. Alors, attendez, c'est quoi le principe? Regardez, c'est une plaque de cuivre recouverte d'acier. Voilà. Ce sont des objets, Thomas, que l'on n'avait pratiquement jamais vus et qui finalement éclairent tout le parcours de Baldus et son destin assez extraordinaire. Celui d'un jeune Prussien qui est passionné par ce procédé de reproduction mécanique et qui, à 20 ans, devient l'un des tout premiers faussaires de billets de banque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il quitte la Prusse, il vient se réfugier en France et là, bien sûr, en France, il entre dans l'histoire grâce à son travail photographique, mais en fait, son génie, il était ailleurs. Il était là-dedans. Il était là dans le perfectionnement à l'extrême de ce procédé de photogravure. Vous allez voir, nous avons rencontré la commissaire-priseur de la vente et l'expert aussi. Regardez. Le Baldus que nous découvrons à travers cette vente est un Baldus différent du Baldus photographe. Le Baldus photographe est le photographe de Napoléon III, qui est déjà extrêmement connu. Et ce pan méconnu de son activité, c'est vraiment l'héliogravure, la reproduction de ces photos qui sont destinées à être développées à des dizaines de milliers d'exemplaires. Baldus, c'est l'artiste qui va, dans les années 1870, pousser au maximum la précision. Vous allez voir, c'est une précision incroyable. Et c'est ça qui va permettre enfin aux images photographiques d'envahir la presse illustrée. Ça, c'est le négatif de Baldus. Et au lieu de faire une photo sur papier, il va faire une photo sur métal. Donc il va obtenir sur la plaque de cuivre, par contact, une image positive. On obtient quelque chose qui a le même piqué qu'une photographie moderne. Il faut se rendre compte qu'il y a 150 ans, il est arrivé
à une merveille technique qui a créé l'admiration de tout le monde. Il y a une chose qui est très particulière à Baldus aussi, c'est qu'il n'y a presque pas d'être humain sur ces photos. Il fait toujours des monuments, des photographies très frontales. Napoléon III, par exemple, lui demande donc de documenter ses chemins de fer, de documenter son beau palais. Et nous avons également tous les monuments du patrimoine architectural parisien, du patrimoine architectural français, des grandes églises de France. Et ça, c'est très nouveau. Et ça va être finalement une démarche politique de Napoléon III. Ces plaques sont en fait une vraie découverte parce que c'est très rare. En cherchant un peu, on découvre qu'il y en a 3 au Louvre. Par contre, nous en avons maintenant une grande quantité. C'est la première fois que c'est trouvé. Et c'est des choses que les musées et les collectionneurs avaient en tête mais n'avaient jamais vues. Il faut bien se rendre compte que c'est un court moment, même s'il est décisif dans l'histoire de la photo, qui n'a pas produit beaucoup d'objets, en plus qui étaient d'une très grande valeur. Aujourd'hui, ces plaques peuvent être de véritables objets d'art, des photos imprimées sur un socle de cuivre argenté avec un scintillement et une présence, une profondeur qui sont vraiment la caractéristique des photos de Baldus. Et du coup, évidemment, on comprend mieux pourquoi il a fait des faux billets, ce monsieur. Bah oui. Parce qu'il avait la technique, en fait, pour... Ça, vraiment, il a fait ça dans les 20 dernières années de sa vie. Mais au tout début de sa vie, il faisait déjà des faux billets. Mais bon, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt et il a dû fuir la police. Oui. Quand on regarde ces objets-là, Thomas, on voit la minutie, on voit tous ces petits détails. Il travaillait ces plaques-là comme un orfèvre, finalement. Et il en a fait des objets magnifiques que, à mon avis, les institutions, les musées, etc., aujourd'hui, vont se les arracher lors de cette vente aux enchères qui a lieu à Drouot le 16 juin prochain et qui sera organisée par la maison de vente Coppage Auction. Quel accent. Vous savez tout. Yes. Eh bien, on y court, bien entendu, pour acheter des plaques de cuivre. Merci beaucoup. Juste quelques notes, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Un refrain tout bête qui trotte dans la tête. Et oui, François Morel, que vous avez connu dans Les Deschiens au tout début de sa carrière. Et puis en fait, François Morel qui est devenu un acteur. Et ce qu'on sait maintenant depuis quand même un certain temps. Depuis maintenant, 7 ans, 2010, son premier album. Oui, c'est qu'il a une passion pour la chanson. Mais depuis toujours, en fait. Lui, il aurait voulu être chanteur à la base. Au tout début, il voulait vraiment être chanteur. Il va nous le raconter. Il va un jour adolescent voir Georges Moustaki à la Maison des Jeunes de Flers, là où il vit. Et il a un vrai coup de cœur. Il se dit, c'est ça que je veux faire. Et puis très vite, il devient comédien. Mais il écrit des textes. Et puis un jour, il y a un monsieur qui s'appelle... Des textes de chansons ? Des textes de chansons. Puis Jean-Michel Ribes apprend qu'il a très envie de chanter. Et puis il dit, écoute, si un jour tu veux chanter, je te prête le théâtre du Rond-Point. Et il dit, d'accord, si tu me mets en scène. Comme ça, au moins, je me rattraperai sur la comédie. Premier album en 2010, Le Soir des Lions, un véritable univers, quelque chose à lui. On est toujours dans un concert de François Morel sur le fil. Vraiment, on est entre... les larmes et l'éclat de rire. Il y a vraiment quelque chose qui lui appartient. Ce personnage qu'on a tant aimé dans Les Deschiens, il arrive à le transcrire en chanson. Il chante de mieux en mieux. C'est vrai que nous l'avions vu, il y a quelques temps, où il était plus diseur que chanteur. Là, il chante vraiment. Il y avait des vrais musiciens. C'était à La Cigale. C'était plein. C'était il y a quelques jours. Regardez. Tous ces trucs inutiles qu'on a dans le cerveau. Toutes ces choses futiles, tous ces détails idiots. Pourquoi il reste là? François, à quand remonte votre amour de la chanson? À tout petit. Je crois le soir où je suis allé voir Georges Moustaki au cinéma Le Viking de Flers. Et la place de quoi? Et quand j'avais 17 ans, j'ai essayé de me mettre à la guitare, mais j'ai la peau beaucoup trop fine. Et donc, je n'arrivais pas à faire les accords de guitare. C'est votre problème. Ouais, c'est mon problème. Et donc, j'étais pas bon. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire comédien. Le nom du chien de Belmondo. Spini. La taille du général de Gaulle. 1m96. Et des années plus tard, je me suis dit, peut-être que j'aimerais bien essayer d'écrire des chansons. Donc j'en ai écrit un certain nombre. Jean-Michel Ribes a été au courant de cette histoire-là. Et puis il m'a dit, tu veux pas venir les chanter au théâtre du Rond-Point? Et je lui ai dit, oui, si tu me mets en scène. Comme ça, je m'étais dit en moi-même, si le chanteur que je suis est vraiment trop catastrophique, le comédien essaiera de sauver la soirée. Ce doux baiser que j'ai gardé au bout des lèvres, au bout du cœur.
ne m'a jamais quitté. J'en suis l'unique possesseur. François, qu'est-ce que l'art chanté vous permet d'exprimer que la comédie ne vous permettait pas d'exprimer? Il y a une richesse dans le récital que parfois ne m'offrent pas toujours les spectacles de théâtre. Mais en même temps, mon problème, c'est que j'aime tout. C'est-à-dire quand on me dit si vous deviez abandonner une activité, laquelle vous abandonneriez, moi j'ai envie d'abandonner aucune. Ce qui me donne envie d'écrire, c'est le fait de partager les émotions avec le public. J'adore ça. Je n'oublie pas tes fantastiques talents dans les sports aquatiques, tes aptitudes d'orateur, tes facultés de guérisseur. S'il y a un aspect iconoclaste dans mes chansons, il y a en même temps une insolence assez tendre. Je t'évoque à Noël, à Pâques, mais je n'attends plus ton comeback. Petit Jésus, tu m'as déçu. Être populaire, c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire aujourd'hui? Je trouve que c'est beau, c'est un beau mot, populaire. Juste quelques notes, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Je trouve souvent le mot est galvaudé par la bêtise, par la vulgarité, par l'irrespect vis-à-vis du public. Mais le beau populaire, celui qu'on a tant aimé chez Bourvil, chez Brassens, chez De Funès, chez plein de gens qu'on a envie de citer, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire de faire des choses à la fois très délicates et qui peuvent s'adresser à tous. Tu sais, il n'y a pas plus chic qu'une chanson populaire. Et alors, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus chic qu'une chanson populaire, il a raison, François Morel. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. 10 juin, c'est son anniversaire. Alors voilà. François, si vous nous regardez, bon anniversaire. Soufflez bien les bougies. 10 juin, ce soir, si vous êtes de passage à Paris, festival de jazz des Puces, festival de jazz manouche, de jazz des Puces, on y va tous les ans, on y sera ce soir, on vous ramènera quelques images d'un monsieur... Oui, vous avez pas un scoop, enfin c'est important de dire, vous allez pouvoir filmer quelqu'un qu'on aime beaucoup. Monsieur Marcel Azola, le Voilà. chauffe Marcel de Vesoul, Ça vient de là. c'est lui. Voilà. Il sera ce soir au festival de jazz des Puces et nous allons le tourner, on vous ramènera dans quelques jours quelques images. Si vous êtes de passage à Paris, allez-y, c'est un beau et grand festival de jolie musique. Voilà. Comme ça, vous pourrez en profiter pour acheter quelques petites... Voilà, il y a quelques brocantes, les ramener voilà. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, si vous vous réveillez, c'est le Télématin du samedi, on est ensemble environ jusqu'à 10h et avec Sylvie Adigard, nous allons nous intéresser alors à un métier d'art particulier, il s'agit du plumassier. Imagine dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Oh ben moi je suis plumassier. Mais qu'est-ce qu'un plumassier exactement, Sylvie? Eh bien, un plumassier, c'est un artisan d'art, comme vous le disiez, ou un créateur, en l'occurrence c'est le cas de Maxime Leroy, qui travaille la plume. Comme il va la chercher sur les bestiaux. Alors, il y a tout un réseau pour récupérer des plumes. D'ailleurs, ça peut être les plumes qui tombent, les premières plumes qui poussent sur les oiseaux. On n'est pas non plus obligé de... C'est régi par les accords de Washington, on fait très attention, etc. Les animaux sont protégés. Donc, Maxime Leroy, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que, en fait, il a reçu le prix de la jeune création métier d'art, Atelier d'art de France, ce qui est quand même une distinction française et internationale importante. Ça veut dire qu'on est artisan d'art, mais surtout on est artisan d'art, jeune artisan d'art, vraiment brillant, talentueux. C'est un petit peu comme les MOF, meilleur ouvrier de France, c'est un petit peu ce genre de... C'est le même genre de distinction, effectivement. Alors Maxime Leroy, il travaille la plume, mais c'est un métier qui est très très vieux. Et lui, en fait, il l'a, comment on pourrait dire, rock'n'rollisé. C'est pour ça que le choix de la musique était très juste. C'est-à-dire que attention, qui vous écoute, qui vous regarde. Ce qu'on fait, décarcassé, il s'est dit... C'est beaucoup de travail. Pas facile. On dit, tiens, trouve-moi une musique sur la plume. Certes, du talent. Oui, non, c'est vrai, je reconnais. On l'a entendu dire, écoute ta plume, tu sais que... on l'a entendu, mais là, vous voyez, il a trouvé quelque chose d'adéquat. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il travaille sur n'importe quel support. C'est-à-dire que la plume, comme ça, il faut la coller sur un support, on est bien d'accord. Eh bien, lui, par exemple, une guitare, il va transformer une guitare. Une moto, il va transformer une moto. Il va rajouter de la plume dessus. Il est jeune et en plus, aussi, il donne des cours. C'est-à-dire que cette nouvelle façon de mettre en avant la plume, il la transmet à des élèves. Donc il a tout compris, Maxime Leroy. Regardez.
Avoir gagné le prix de la jeune création des métiers d'art, ça m'apporte beaucoup de visibilité, ce qui manque particulièrement à mon activité, et surtout une légitimité face à un public global et pas que les professionnels. À travers mes études, j'ai travaillé la matière plume et différentes matières, et cette matière me parle beaucoup plus que d'autres. J'applique la plume sur tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite, les seules limites, c'est les cols, les résines, les lacs. On n'est que sur l'oiseau d'élevage, parce qu'il y a des normes, comme pour le cuir, l'ivoire, etc. Il y a beaucoup de protection. J'ai développé un côté très éthique, c'est-à-dire des plumes de mue. Les oiseaux perdent leurs plumes naturellement, et les structures me récupèrent les plumes, les nettoient, les trient et me revendent ces plumes-là. On est sur une guitare électrique, donc un cliché assez masculin, c'est bam, j'ai balancé un serpent tout en plumes, quoi. Ultra réaliste, une sorte de serpent des sables qui se mélange très très bien à la loupe d'Olivier, la nature du bois. Chaque chose que je signe est totalement pérenne. Je garantis, en fait. Là, par rapport à la guitare, même à jouer, la plume, elle est montée sur une mousse qui est expansée et qui a une certaine résine dessus qui fait qu'elle résiste, mais elle est souple. Les seules choses qui peuvent vieillir, c'est les teintures. Comme un manteau, comme tout ça. Ça décolore au fur et à mesure, mais c'est une patine. Les techniques ont toujours été les mêmes. Les seules choses qui évoluent, c'est les matières. Moi, c'est mes cols, mes résines, les fils, les textiles, tout ce qu'il y a autour de ma matière, parce que ma matière est la plume. Je pense indirectement que ce matériau est effectivement sensuel, même sexy parfois. Et dans toutes mes productions, elle est en mouvement. La moto du Palais de Tokyo, on avait l'impression qu'elle vous fonçait dessus. Sur chacun des sacs qu'on produit, il y a une dynamique visuelle. Je rêve d'une voiture très haut de gamme, où en fait on remplacerait tout ce qui est marqueterie de bois par marqueterie de plumes, et surtout une inclusion dans la peinture. Je crois que le plus important, c'est la vision et la visibilité de notre savoir-faire qui va faire sa pérennité dans le temps, en fait. À travers les époques, il faut l'inclure dans nos objets du quotidien, dans des objets très très luxe. Comme ça, chaque public peut se l'accaparer à sa manière et le vivre, en fait. Alors pendant le reportage, vous m'expliquez, ce n'est pas que décoratif, on peut vraiment les utiliser, les baskets, la moto. Oui, et puis il a même créé une marque de mode, et en fait, le sac à main, les chaussures, il y a de la plume rajoutée dessus, et vous pouvez les mettre, c'est-à-dire que vous ne les gardez pas à la maison, la robe avec de la plume dessus, parce qu'en plus, il a travaillé une technique pour ça. Alors son travail est exposé à la Galerie Empreinte à Paris, dans le 3e arrondissement. Je vous conseille d'aller le voir, c'est magique. Oh, c'est magique, et puis on a envie de se mettre une petite... Non, oui, d'accord. C'est celui-là, complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Bon, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? On se dit oui, c'est Grégoire Tournon, va nous parler de sport. Pourquoi est-ce qu'on nous met? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Parce qu'attention, là, il vous a dégoté un sport. D'ailleurs, est-ce un sport? Il s'agit de la tonte de mouton. C'est un sport. Comment ça, c'est un sport? Alors déjà, il faut savoir que l'on élève des moutons pour leur laine depuis plus de 5000 ans. Et la tonte est plus que nécessaire. Pas forcément pour faire un petit pull mérinos, mais parce que c'est bien pour l'animal, c'est même vital et ça ne lui fait pas mal. C'est sportif parce que c'est extrêmement physique. Ouais. Et c'est extrêmement technique. Alors revenons au mouton, on va parler des championnats du monde. Voilà, c'était facile. De tonte de moutons. Les premiers ont eu lieu en 1977 en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande où on dit qu'il y a plus de moutons que d'habitants. Et les Néo-Zélandais, ils trustent les podiums avec leur tondeuse à la main. Ils militent pour que ça devienne un sport olympique. Alors, je ne pense pas que ce soit au JO 2024, espérons-le, à Paris. Mais en tout cas, en 2019... ça va se passer à exactement le Dora, c'est en Haute-Vienne. Il va y avoir les championnats du monde avec 300 tondeurs. Il y aura 5000 moutons, 3 disciplines. Ça va se passer sur une semaine, 30 000 spectateurs attendus. Attendez, il y a une question, parce qu'il y a mouton et mouton. Quelle espèce? Si c'est le mérinos avec... On va essayer d'avoir des moutons homogènes. Voilà, parce que forcément, il faut que tous les compétiteurs puissent concourir sur le même type de mouton. Alors, la vitesse ne fait pas tout, vous allez le découvrir, mais le record du monde, c'est quand même 14 secondes pour une brebis tondue. Non. Oui, alors moi, j'ai mis 45 minutes pour faire un côté. J'avais avec moi Christophe Riffaut, qui est champion de France, qui est tondeur professionnel, et lui, bon, il m'a aidé parce que nous, la pauvre bête, elle est partie avec des petites touffes comme ça, je pense qu'elle mange encore. Il ne faut surtout pas qu'elle souffre, il ne faut pas la couper. Non, ça fait partie des notes qu'ils ont, en fait. Voilà, il ne faut pas faire de petites marques sur le mouton. Ouais. Il faut valoriser la laine, c'est-à-dire que la laine, elle doit sortir en la toison, en une seule pièce, ce qui est extrêmement dur à faire. Moi, il y avait des petites touffes partout, comme chez le coiffeur. C'était très moche, mais en tout cas, c'était
magique. Mais il n'y a pas de mais. Non, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais, vous allez voir. Non, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors, en Haute-Vienne, en ce moment, c'est la pleine période de tonte. Nous sommes allés du côté de Château-Ponzac. Je vous ai tricoté un petit reportage et pour la laine, je me suis foulé. Le mouton est tondu une fois par an, ça c'est obligatoire, pour sa santé, pour son bien-être, parce que si on ne fait pas cette tâche, la laine fait une carapace sur l'animal et ça empêche la peau de respirer et au bout de quelques années, l'animal peut mourir. La première chose à connaître. Attraper l'animal. Ok, c'est parti. C'est le premier truc. Ah, mais celui-là, il est déjà tondu, celui-là. Voilà, celui-là est déjà tondu. Ok. L'animal, il a un creux sur la mâchoire. Il faut mettre les doigts dedans. Tourner la tête bien contre lui. Et après, il faut faire tomber le cul. Voilà. Et après, on peut le relever. Et là, il dit rien, là. Non, là, il est heureux. T'es heureux? T'es bien? Si, oui. Ouais, t'es bien. Il n'y a pas de mais, hein. De toute façon, il fallait le faire. En marche arrière, d'accord, en marche avant. Ah, je fais du rodéo. Ah, je suis en marche avant, là. Eh oui. Plus ta jambe. Et voilà, et voilà, et voilà, non. C'est presque ça. C'est presque ça? Mais enfin, moi, je suis bien, là. Moi, je suis pas bien. Lors de la tonte, l'animal ne souffre pas du tout. Donc l'animal se trouve toujours en bonne position, ainsi que le tondeur. Se faire tondre comme ça, c'est ballot, hein. Mais on va pas en faire tout un foin. Je vais te faire voir toutes les positions pour pouvoir bien tondre cet animal. Il faut passer la patte. Pour tondre, c'est toutes les parties du corps qui travaillent. C'est surtout les jambes, les hanches, parce que c'est les jambes qui tiennent l'animal. Et après, plus les épaules, les bras qui vont travailler plus. Et le dos, on le protège justement en tenant l'animal avec les jambes. Donc, on commence par le ventre, le gigot, et après on remonte le cou, et après on fait le dos, et on finit par le deuxième côté. Moi, je fais une demi-tonte. Moi, je lui fais une permanente, et après, je lui fais un brushing, on est bien, là. Donc faut que tu commences où il n'y a pas de laine. Comme c'est un travail qui est payé à la tâche, plus on va vite, plus on gagne de l'argent. Donc le fait d'avoir une bonne condition physique permet d'effectuer la tâche plus facilement et plus vite. Lors des championnats, il y a 3 catégories. Donc il y a la tonte machine, que moi j'effectue. Il y a la tonte aux forces, donc c'est des grands ciseaux. Et il y a le tri et ramassage de laine. Alors, le but du jeu de la tonte machine, c'est de faire un travail vite et propre. Le jugement pendant les compétitions, c'est la partie vitesse qui est jugée à 40% de la note finale. Et après, la partie qualité qui est jugée à 60%. Le record de vitesse, c'est autour de 14 secondes par animal. En compétition, tu fais combien de brebis? En finale, on fait 20 brebis en 15 minutes. Donc je pense que pour toi, en compétition, les 20 brebis, ça serait en 24 heures. Ok. Comme c'est une première, je la ferai pas payer. Ouais. Elle pourra revenir au salon. C'est pas moi. Je vous promets, c'est pas moi qui vous ai tondu. C'est pas moi, non? Une fois qu'on a coupé toute cette laine, il faut que cette laine elle soit dans un seul morceau. Et du coup, dès que l'animal est fini, la laine, on peut l'attraper et on peut l'acheter et c'est qu'un morceau. Obligé de mettre le petit Marcel de Luther. Vous avez tellement chaud. D'accord. En plus, vous avez. Vous êtes joli comme ça. Ça va très bien, ouais. je vous le ramènerai. Il sera à votre taille. Vous avez ce qu'on appelle le suin, c'est une espèce de couche de graisse qui a sous la laine, donc, ce qui fait la peau très douce, pour ça que j'ai les mains très douces. Je voudrais remercier Lucie Granchet, que vous venez de voir à l'instant, qui, elle, fait du tri de laine et qui m'a appris justement à valoriser cette belle toison. Et Vincent Puy-Grenier, qui nous a accueillis sur son exploitation agricole. Alors, il va y avoir des championnats de France, ce sera bientôt dans la Loire, à Nandax, fin juin, et surtout, on va tenter de faire un record du monde. Oh. Oui, à Ledora. Vous aussi? Non, la France, les Français. Deux Français, Christophe Riffaut, que vous venez de voir entre autres. Tente de moutons, donc il y aura à peu près 1000 animaux qui vont être tondus pendant 9 heures. Voilà, on va tenter ça, ce sera à Ledora en Haute-Vienne, où il y aura les championnats du monde, on y iront en 2019. Et après, il revient avec un pull, bien entendu. Merci beaucoup, Grégoire. Quelle taille? Allez, on va dire elle. non, vous prévoyez large. Que l'on voit et puis que l'on oublie, sable fin et mouvement. Alors, on vous laisse tranquille avec les moutons, c'est promis. Maintenant, on a décidé de se la couler douce. Et comment est-ce qu'on fait pour se la couler douce? Tout simplement en descendant les rivières
Et c'est ce que vous allez nous proposer, Voilà, je vous Marie-Dominique. propose de dormir sur les berges des rivières et des fleuves. Alors, je vais d'abord vous faire un petit cours de géographie parce qu'on fait une faute qui m'agace souvent. Alors, Ma première adresse, c'est un petit moulin plein de charme sur les bords du Loir, en Eure-et-Loire. Et l'Eure-et-Loire ne prend pas deux. Il ne s'agit pas de la Loire, mais du Loir, qui est un affluent de la Sarthe, qui ensuite va se jeter dans la Loire. Et justement, la Loire, on la retrouve dans ma deuxième adresse, à Montsoreau. Alors là encore, cours de géographie, Montsoreau en Maine-et-Loire, où là, il y a un petit hôtel qui respecte la tradition de la marine de Loire, des mariniers qui naviguaient autrefois et toujours un petit peu sur la Loire, à ce moment, quand elle est navigable. Et cet hôtel leur rendait hommage. Et là, ils viennent de monter 4 résidences pour y demeurer plus longtemps et profiter de tous les bienfaits du bord de Loire. Et tout à côté, mais les 2 villages se touchent. Ça, c'est à Montsoreau. Ouais. Le village qui touche vraiment l'autre s'appelle Camp-de-Saint-Martin. Et là, je vous ai trouvé une adresse avec une terrasse, un château magnifique en surplomb des eaux de la Loire et de la Vienne, à la confluence des deux, où les eaux entremêlées, vous verrez, ont des couleurs différentes. Ouais. Ça, c'est fou. Et en plus, on peut, c'est l'Anjou et la Touraine. Donc Oui, il y a c'est- 2-3 petites choses à boire aussi en même temps. Exactement. Mais c'est aussi 2 régions différentes, 2 départements différents et 2 villages qui se touchent. 2 parmi les plus beaux villages de France. On y va. Entre Perche et Beauce, le Loir qui vagabonde sous les frondaisons prend la pause à Alluy, au Moulin de la Ronce. En 1968, c'était Philippe Noiret et Marlène Jobert qui l'avaient prise ici, à l'occasion d'une des scènes d'Alexandre le Bienheureux. C'est un moulin du XVIe siècle qui était rattaché à un château qui avait également sa ferme. Et à la Révolution, le château a disparu et la ferme et le moulin ont été vendus. Dans les années 50, il a perdu sa roue qui n'avait plus d'utilité. Et puis aujourd'hui, il est moulin d'hôte. Cette décoration et cet ameublement, c'est nous. Donc c'est des meubles de famille, c'est des meubles de designer qui sont des meubles signés. Et c'est aussi des meubles qu'on chine. On adore faire les brocantes du Perche. Donc c'est un mélange des trois, mais c'est surtout ce qu'on aime. De l'ancienne ferme et du vieux moulin, ils ont conservé la plupart des éléments. L'idée, c'était d'être bien à la campagne, au bord de la rivière, avec le confort et en même temps la beauté de la pierre et la présence de la nature. Et c'est ce que les autres viennent chercher ici. En Anjou, le plus emblématique des villages de bord de Loire, c'est Montsoreau. Caroline avait réhabilité il y a quelques années un petit hôtel de charme. Après avoir créé les chambres, on a créé des petits appartements pour les hôtes, pour qu'ils restent plus longtemps ici dans le beau village de Montsoreau. C'est une prestation supplémentaire pour les hôtes. Ils peuvent venir passer une semaine, profiter du spa toute l'année. Nous avons créé une multitude de petits espaces. Ils peuvent se mettre au bord de la piscine ou dans leur petit jardin. Chacun a son petit espace à lui. Ces petites maisons nous rappellent toujours la Loire, le bleu prédomine, beaucoup de bois flotté, beaucoup de jeans, beaucoup de matières naturelles. Le jean, c'était le dress code des mariniers? Je ne sais pas si il y avait beaucoup de jeans sur les tenues des mariniers, mais ici le bleu c'est un clin d'œil et on l'a utilisé pour faire des têtes de lit, ça fait beaucoup rire les hôtes. Katcha a planté ses racines à la confluence de la Vienne et de la Loire, où les eaux se mélangent. La Vienne est plus sombre, la Loire pastel. Ça fait à peu près 40 années que je vis ici. Ça m'a inspiré pour mon travail de céramique, les couleurs, le bleu, le gris bleuté de la Loire et des ardoises. Ce sont mes parents qui ont acheté le château. Et donc, lorsque ça a été vendu, ça aurait dû normalement être un crève-cœur. Et en fait, les nouveaux propriétaires avec lesquels j'ai eu des rapports privilégiés, ça a été beaucoup plus une transmission. Et les nouveaux propriétaires, qu'est-ce qui les a séduits? Quand on est arrivé ici avec mon mari, on a eu un coup de cœur quand on a vu la vue, qu'on a vu cette bâtisse. On a tout de suite compris qu'on pourrait faire quelque chose d'extraordinaire ici. Si l'ancienne résidence d'été des évêques de Tours a conservé une chambre au château dans l'atmosphère de l'époque,
Pour les suites, c'était une autre histoire à inventer. On a créé comme un petit hôtel autour du château, 4 maisons de village et les rues du village sont un peu les couloirs de l'hôtel. Chaque fois qu'on a pu, on a conservé la pierre de tuffeau, qui est la pierre du village. Nous avons essayé de donner un aspect très contemporain à tout ce que nous avons ajouté. Eh bien voilà, merci beaucoup à tous les deux.